Il faut aujourd'hui, plus que jamais, former des littéraires et donc convaincre des jeunes, j'espère qu'il y en a parmi vous, qui se sentent attirés par les études littéraires, les convaincre qu'ils ont de l'avenir, parce que, tout simplement, le monde a besoin d'eux. D'où le titre que nous avons choisi. Quand je dis littéraire, je pourrais dire aussi ceux qui aiment les humanités au sens large, car ce mot d'humanité a pour lui une tradition de plusieurs siècles. Tout honnête homme devait se mettre à l'école des grandes œuvres de notre culture. Je pourrais dire aussi se mettre à l'école des sciences humaines. Toutes expressions qui sont différentes, on ne peut pas les confondre. C'est pas un prof de lettres qui dira qu'on peut confondre ainsi les notions, mais qui disent, je crois, chacune à leur manière, une chose qui est essentielle, c'est qu'on apprend à déchiffrer le monde en apprenant à lire et à interpréter un texte, en apprenant à interpréter la pensée de son auteur. C'est sans doute ça le point commun entre ces diverses manières d'aborder ce que nous allons appeler la formation littéraire ce soir. Le monde a besoin de littéraire, c'est d'abord un constat que nous nous proposons de faire ensemble, en tout cas de mettre à l'épreuve de la discussion, mais il faut reconnaître qu'il faut entendre ce titre aussi comme un appel que nous aimerions faire résonner avec une certaine vigueur. Ce qui nous conduit à organiser ce cycle, c'est aussi un étonnement, pour ne pas dire même dans certains cas une déception. L'expérience que nous faisons enseignants des disciplines littéraires, et je salue tous les enseignants qui sont dans la salle, mais aussi peut-être anciens, cagneux, d'un écart, souvent assez stupéfiant, entre certains lieux communs que nous entendons et la réalité des parcours littéraires. En tout cas, moi, je crois avoir souvent entendu des conversations dans lesquelles des parents, par exemple, prenaient un air vaguement surpris lorsqu'ils découvrent que d'anciens élèves de Cagnes ne devenaient pas tous enseignants ou chômeurs. Alors déjà, je ne comprends pas très bien l'air vaguement surpris à propos des enseignants, ça dit beaucoup sur le discrédit dont souffre le métier d'enseignant dans la société d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet, ou chômeurs. Or, nous, ce que nous constatons année après année, c'est qu'il n'y a pas seulement quelques littéraires qui s'en tirent bien, parce qu'ils seraient plus rusés, plus habiles que les autres, parce qu'ils réussiraient à trouver dans les mondes professionnels que vous représentez des niches. Nous, notre constat, notre expérience année après année, c'est qu'ils réussissent, tout simplement, et surtout, ils savent souvent mieux que d'autres poser un problème, mettre en correspondance les savoirs, être souple, échapper au prêt-à-penser. Si vous faites un tour à Sainte-Marie de Neuilly, je vous invite d'ailleurs à découvrir l'exposition de nos portraits d'anciens qui est dans le cloître et qui tente d'illustrer autant que possible cette diversité. Pourquoi un tel écart entre les lieux communs qui circulent, entre les représentations collectives et les réalités que nous pouvons observer? Pourquoi vivons-nous dans une société qui parfois fait comme si seuls ceux qui savaient calculer pouvaient réussir? Pourquoi faisons-nous comme si nous n'avions besoin que de techniciens, alors qu'il est évident que nos sociétés, par leur sophistication même, ont besoin de bien autre chose que de techniciens? Alors même que, nous le savons, le développement des sciences et des technologies ne part pas de rien, est inséparable d'une culture, de valeurs, d'idées qui mènent le monde, de biais par lesquels nous construisons nos savoirs et nous perfectionnons certaines techniques plutôt que d'autres. Bref, tout ce que précisément les humanités ou les sciences humaines ou les disciplines dites littéraires essayent de comprendre. Je ne sais pas si la référence aux humanités, qui se développe beaucoup, on parle même aujourd'hui d'humanité numérique, c'est une des expressions à la mode, je ne sais pas si cette référence constante aux humanités qui se développe, y compris dans l'actuelle réforme du lycée, change beaucoup la donne. J'ai parfois l'impression qu'on révère très poliment les humanités. On aime beaucoup, très poliment aussi, la culture, l'art, l'histoire. On les aime poliment puisqu'on leur consacre des musées et qu'on en fait un patrimoine. Mais on les voit un peu trop souvent peut-être comme un supplément d'âme plutôt que comme une nécessité vitale.
Alors rassurez-vous, cette soirée n'est pas du tout destinée à entonner l'ère du déclin. Ce n'est pas du tout cette rhétorique-là qui a présidé à son organisation. Je crois que nous sommes suffisamment saturés les uns et les autres de discours sur la perte du sens ou le déclin de la culture occidentale pour ajouter une énième pierre à cet édifice un peu délétère. Donc ce n'est pas le propos de cette soirée. Si nous avons choisi comme titre de cette première table ronde, d'une série de 3 tables rondes, si nous avons choisi comme titre « L'avenir peut-il s'écrire sans lettres ?», c'est pour essayer de renverser les perspectives. De quoi nos sociétés ont-elles besoin que seuls ceux que nous appelons les littéraires, au sens large, peuvent leur apporter? Les littéraires ne sont-ils que ces conquérants de l'inutile, ces poètes rêveurs qu'on nous présente parfois, qui apportent un supplément d'âme à nos sociétés, ou bien est-ce qu'ils occupent, comme je le suggère effectivement par cette introduction, sans que le monde en soit toujours conscient, une position qui ne serait pas marginale, mais au contraire centrale? Et si c'est le cas, il nous reste à comprendre quels sont les savoirs, les compétences, les qualités qui le leur permettent. Alors c'est cette question, ce sont ces questions, et cette question en particulier, que nous voulons poser ce soir dans cette première table ronde. Je remercie donc Sophie Boissard. Vous êtes passée par Sciences Po, l'ENS, l'ENA, on connaît votre parcours dans la haute administration. Et depuis 2016, vous êtes directrice générale de Corian, une des plus grandes entreprises françaises de soins aux personnes. Nous n'avions pas mesuré, en vous invitant il y a quelques mois déjà, que l'actualité solliciterait tout particulièrement le domaine de compétences qui est le vôtre. Nous vous remercions particulièrement de prendre sur un agenda chargé pour être là ce soir. Merci aussi à Christophe de Saint-Chamas, qui est issu de Saint-Cyr, qui a notamment exercé le commandement de la Légion étrangère et que depuis 2017 est gouverneur des Invalides. Merci aussi à Flora Bernard, philosophe diplômé de la London School of Economics, qui a travaillé dans le domaine du développement durable. Si nous vous avons invité, c'est qu'en 2013, vous avez fondé l'agence TAE, qui est spécialisée dans la formation en philosophie pour les entreprises, et qui travaille sur des questions qui tournent autour de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Et vous avez publié en 2016 un livre « Manager avec les philosophes » aux éditions Duno. Je remercie aussi Jean-Pierre Denis, écrivain, poète, journaliste. Alors vous êtes un peu l'homme de la situation, puisque vous faites le lien entre le monde des lettres et le monde de l'information, qui a peut-être besoin de littéraire lui aussi. Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'hebdomadaire La Vie. Et puis Étienne de Montetti, non seulement directeur du Figaro littéraire, mais aussi, nous sommes heureux de le saluer, un ancien de la prépa de Sainte-Marie de Neuilly. Merci pour cette introduction substantielle qui nous permet un peu de camper le décor des thématiques que nous allons aborder ce soir. Je ne vais pas les reprendre, ni reprendre la présentation qui a été faite de chacun intervenant, donc je vais d'emblée me tourner vers eux pour échanger sur ce sujet, et peut-être sans revenir sur le parcours de chacun, j'aimerais bien que chacun d'entre vous puisse, peut-être en quelques mots, de manière un peu plus personnelle que la suite de la discussion, qui sera peut-être de l'ordre de la réflexion, nous dire un moment où cette formation littéraire, humaniste, tout à l'heure, la distinction est importante, il ne s'agit pas de parler seulement des lettres, mais de ce qu'on appelle les humanités. Bref, cette formation qui a été la vôtre à tous les quatre a pu vous servir, vous permettre une réflexion dans votre travail, dans votre parcours, où vous avez eu le sentiment plein que cette formation, cette expérience vous apportait quelque chose, j'allais dire peut-être presque même à la différence d'autres, bref, que c'était devenu un atout et peut-être même le cœur de votre expérience professionnelle. Je commence à ma droite, Sophie Boissard. Merci beaucoup. Peut-être d'abord pour dire que vraiment les 2 années qui ont été les plus marquantes dans un parcours académique qui a pu être assez long, c'est vraiment ces 2 années d'Hippocagne et de Cagne. Je pense qu'il y a parmi nous ici beaucoup
qui ont partagé ces 2 années. Et c'est vrai que c'est une des formations les plus complètes et les plus riches sur le plan humain et sur tous les plans. Je trouve c'est encore aujourd'hui un bagage auquel on puise, y compris quand on est dans des situations effectivement d'interrogation, de nouveauté. Et si j'avais à partager pour commencer cela, c'est peut-être d'insister sur ce que donne dans cette ère de l'anglais triomphant et du mauvais anglais qui envahit, y compris la manière dont on parle français et les PowerPoint. Vous ne connaissez peut-être pas tout ça dans vos vies professionnelles les uns les autres, mais cette espèce de pensée pré-marché par mots slogans en anglais. Eh bien, donc moi, l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger est présente dans 6 pays européens, et pas en Angleterre d'ailleurs. Donc aucun d'entre nous n'a comme langue l'anglais, et nos métiers, qui sont des métiers de soins, d'accompagnement de personnes fragiles ou malades, sont évidemment des métiers par construction qui passent par un échange. Et donc la langue est quelque chose d'extrêmement important pour se faire comprendre et pour créer cette empathie ou cette confiance nécessaire aux soins. Mais 6 pays qui sont une espèce d'archipel européen, chacun parle sa langue. Et c'est vrai que ce qui me sert le plus, c'est de pouvoir parler bien et de comprendre profondément au moins 2 ou 3 de ces cultures grâce à l'enseignement de langue, et notamment j'ai fait beaucoup d'allemand littéraire, qui me permet vraiment, quand je suis en Allemagne, eh bien, de travailler en allemand, de comprendre aussi profondément ce qu'est cette culture. Et j'ai vu dans leurs yeux, pour revenir à votre question, la première fois que je suis arrivée pour me présenter à cette équipe qui avait connu plein de dirigeants successifs et qui voyait vraiment encore un nouveau français, cette fois-ci une française, vous imaginez la chose, qui va nous parler un mauvais anglais, et voilà, c'est une espèce quand même de côté chat et chien entre les Français et les Allemands. Et le fait de pouvoir leur parler correctement et avec un bel accent et d'avoir cette compréhension fine de leur histoire, de leur culture, de leur littérature, bref, de pouvoir placer l'échange sur quelque chose qui respectait intrinsèquement ce qu'ils sont profondément, j'ai vu dans leurs yeux, ça a installé la relation de manière très très différente. Et ça change tout dans la manière d'interagir dans une entreprise que de pouvoir entrer profondément dans la richesse humaine des collectivités, de chaque collectivité humaine. Parce qu'avant tout, une entreprise, c'est une collectivité d'hommes et de femmes qui se retrouvent autour d'un ou de plusieurs projets et qui sont là avec toute leur richesse d'êtres humains. Et ce n'est pas du tout des robots mus par des chiffres et des techniques. Merci beaucoup. Je me tourne vers Christophe de Saint-Chamas. Vous avez une formation alors au départ littéraire, complétée par une formation militaire. En réfléchissant au sujet, je suis plongé dans mes références littéraires. Et donc je suis tombé sur le papyrus de César, qui est écrit en 2015. Et Astérix explique à Obélix, César écrit des livres. Et Obélix répond, ah bon, je croyais qu'il était militaire. Bon, alors à ce propos d'Astérix, de mon ami Astérix, je voudrais répondre que la véritable école du commandement est la culture générale. Cette phrase, elle est connue du général de Gaulle, mais si on lit un peu plus bas, il continue en disant « Au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote. » C'est-à-dire que finalement, le métier militaire, le métier de chef, il s'appuie sur une culture générale, sur une culture philosophique, sur... Malheureusement, on ne fait pas faire de métaphysique ni de philosophie, c'est une erreur, on fait faire du sport à la place. C'est un peu dommage, c'est ce qui manque dans les cursus militaires. Mais voilà, cette richesse de la formation littéraire que j'ai eu la chance d'avoir m'était extrêmement précieuse dans toutes les étapes de mon commandement. Dans chaque circonstance, mes racines dans les humanités ont été fondamentales. Que ce soit dans la négociation avec un Africain dans un conflit où l'outil, on a tous son arme sur la table, que ce soit avec des Bangladeshis, que ce soit à l'OTAN, à l'ONU, partout où j'ai dû me retrouver à parler, à réfléchir, à partager, il fallait ces références. Et puis dans toutes les crises où on est engagé, le point clé, c'est la culture de l'autre. Le soldat, on croit qu'il part faire la guerre, mais la préparation, il y a une partie de soldats, mais il y a toute une partie culturelle. Les ethnies en Afrique, si vous allez en Afrique sans connaître les ethnies, c'est perdu.
si vous ne connaissez pas la géographie, si vous ne savez pas que l'Afghanistan est un cône et qu'on ne peut jamais amonceler des tas de choses en haut d'un cône, ça redescend dans les vallées et les disputes s'éloignent dans les vallées, etc. L'histoire, la géographie ont été pour moi des éléments fondamentaux pendant tout le parcours que j'ai pu avoir, parce que sans ça on ne comprend pas. Et puis en plus, comme dans le métier militaire, il y a des scientifiques et des militaires, quelquefois quand on étudie un problème, le scientifique en voit une face, et le littéraire voit toutes les autres. Hein? Je reste de mon côté gauche, Laura Bernard, qui a porté la philosophie dans les entreprises à la faveur de séminaires et autres. Quel témoignage précis, ponctuel que vous pouvez avoir de cet apport du littéraire des humanités dans ce monde de l'entreprise? Alors moi, je suis venue à la philosophie un peu sur le tard parce que j'ai fait des études de sociologie en fait initialement, mais bon, ça rentre dans les humanités. Et je crois que j'ai eu mon bac grâce aux langues, à l'histoire, grâce au français, grâce à la philo. Donc je les remercie, toutes ces disciplines, pour m'avoir permis d'ouvrir mon esprit. Je pense que c'est à ça qu'elles servent, les humanités, d'apprendre à penser. Et ça, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Il y a de la pensée dans les organisations, dans les entreprises, mais c'est une pensée que je trouve très pratique, orientée. On est très intéressé par les solutions, par les réponses. Et donc, il nous manque parfois une prise de recul sur ce qu'on fait. C'est-à-dire un questionnement en quelque sorte, et c'est là que la philosophie a son apport. Et, enfin, la philosophie, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie pratique. C'est celle que pratiquaient les philosophes de l'Antiquité grecque et romaine, hein, pour qui la philosophie devait aider à mieux vivre. Et donc aujourd'hui, moi ce que je trouve intéressant, c'est que la philosophie peut aider à mieux vivre dans les organisations, mieux vivre son travail et puis mieux travailler ensemble. Par le questionnement, par l'exigence de la pensée nous forçant à argumenter ce qu'on pense, la conceptualisation nous forçant à nous demander ce que l'on met dans les mots. Ce que l'on fait influence ce que l'on fait. Et donc, on a tendance à penser que la pensée et l'action sont deux domaines séparés, mais en fait, ils sont intimement liés parce que voilà, nos concepts influencent nos actions. Et si je me souviens d'une chose que j'ai apprise dans mes études de sociologie, c'est que pour analyser un objet, se défaire de ses préjugés, interroger ses croyances établies, interroger nos convictions, interroger nos évidences. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui avec la philosophie, notamment dans le monde du travail, parce que je pense qu'elle permet vraiment de remettre ce qui est figé en mouvement. Jean-Pierre Denis, un journaliste rencontre tout le monde, même des scientifiques, même des militaires parfois. Parfois même des militaires. Alors, mon expérience est évidemment beaucoup plus modeste que la vôtre et c'est ainsi que je prends la parole, mais je devrais dire en plus que le journalisme est une couverture pour moi, ma véritable activité étant la poésie. Néanmoins, je fais quand même semblant de faire du journalisme depuis un certain nombre d'années, mais ce que j'avais envie de dire pour commencer ce soir était en amont mon expérience de journaliste. D'abord, mon expérience d'étudiant. Quand j'étais élève à Sciences Po, j'ai eu un professeur qui s'appelait Alfred Grosser. Et ce monsieur, qui me semblait d'ailleurs à l'époque extrêmement âgé, ce monsieur avait connu la Seconde Guerre mondiale, juif allemand d'origine, devenu français, très proche du monde catholique. J'allais dire, il nous le répétait, mais je crois qu'il l'a dit une seule fois et ça a suffi pour orienter définitivement ma vie et ma pratique professionnelle. Il nous disait, ne dites pas les Allemands ont déporté les Juifs, dites des Allemands ont déporté des Juifs. Cette petite différence d'une seule lettre, les Allemands, des Allemands, voilà simplement un jeu littéraire, on pourrait dire, une subtilité, quelque chose qui peut vite glisser, a complètement orienté ma vision du monde et mon attention à tous les sujets que j'aborde. Et dans une époque où on a tendance à essentialiser, à schématiser, à enfermer les gens dans des groupes auxquels peut-être ils n'ont pas forcément envie d'appartenir, cette petite distance que permettent les lettres
elle change tout. Peut-être qu'elle n'évite pas les guerres, les conflits, y compris les conflits sociaux, mais il faut toujours se tenir à cette boussole. Et cette boussole, c'est ce petit jeu de mots, en fait un jour par Alfred Grosser. Et voilà comment un professeur qui parlait dans un amphi à des étudiants qui devaient écouter à moitié a pu suffisamment marquer les esprits pour que, tout récemment, ouvrant le dernier roman de Colombe Schneck, qui était également étudiante à la même époque que moi, Nuit d'été à Brooklyn, qui vient de sortir, je vois qu'elle avait fait la même référence à ce monsieur Alfred Grosser. Voilà comment des lettres peuvent nous orienter et finalement baliser le chemin de notre vie. Alors dans le journalisme, c'est évident que c'est une question extrêmement importante. La deuxième remarque que j'avais envie de faire, c'est à partir d'une expérience concrète, le groupe Le Monde, auquel appartient La Vie, a entrepris de déménager. Nous allons déménager dans quelques jours. Il y a quelques années, pris d'un enthousiasme pour réinventer nos métiers, avec quelques-uns, nous sommes allés faire un tour dans différentes rédactions à Londres. Et nous avons vu la BBC, une très belle institution, dans laquelle les journalistes étaient alignés dans une salle sans espace pour rien poser, un petit peu selon le principe aujourd'hui battu en brèche, des poulets en batterie. Nous avons eu des échanges moyennement intéressants avec la BBC. Nous sommes allés au Guardian, et puis nous n'avons pas vu beaucoup de livres, un très beau bâtiment, mais pas beaucoup de livres. Et puis nous sommes allés visiter la rédaction de The Economist, un hebdomadaire qui est excellent. Je n'ose pas dire que c'est le meilleur du monde, puisque forcément c'est La Vie, mais néanmoins, malgré tout, un très bon magazine. Et dans cette rédaction de The Economist, surprise, des livres partout. Et nous étions tellement conditionnés par ce que nous avions vu, par cette idée que ça ne sert à rien, que c'est une perte de temps, les politiques peut-être lisent moins, je ne sais pas si dans le monde de l'entreprise on lit beaucoup. Nous étions tellement conditionnés par cette vision techniciste en fait du métier de journaliste. Il faut des écrans, il faut de la technique, oui, il faut de l'efficacité, que nous étions très surpris de voir des livres. Et la réaction de ses confrères, qui font donc le meilleur journal du monde après La Vie, était de dire, ben oui, si on veut faire du journalisme, si on veut donner à comprendre le monde, comment peut-on faire sans avoir des livres avec soi? Et c'est aussi quelque chose qui a été pour moi très éclairant et très encourageant. Récemment, le président de la République, interrogé sur ses lectures, dans un livre que j'ai dirigé, donc je peux en parler, racontait l'anecdote suivante des étudiants en mai 68 qui avaient en face d'eux le recteur de l'université qui était Paul Ricoeur, le grand philosophe, mais pour eux c'était d'abord un personnage qui incarnait l'autorité et quelqu'un d'insolent. On prétend que c'est Daniel Cohn-Bendit, et Cohn-Bendit dit que ce n'est pas lui, mais peu importe, aurait lancé à Ricoeur, mais au fond, pourquoi est-ce vous qui dirigez la fac et pas nous? Et Paul Ricoeur a répondu ceci, c'est parce que j'ai davantage lu. Et qui était une manière très intelligente et très fine de montrer que l'autorité venait pas simplement d'un bureau, d'un titre, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus humain. Et j'avoue que c'était une très très belle leçon qu'il a pu donner à ses étudiants. Merci pour ces témoignages un peu personnels, qui nous amènent évidemment au fond de notre sujet, dans un monde tout court qui semble gagné par la technique, notamment le monde numérique. On parlait de l'évolution du vocabulaire tout à l'heure avec Sophie Boissard. Le vocabulaire dans l'entreprise devient très technique, on parle de process, on parle de tas de choses comme ça, parce que l'efficacité, et c'est vrai, a une importance, la rapidité a une importance, tout ça ce sont des termes qu'il ne faut pas négliger, qui obéissent à des réalités. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de savoir que peut apporter un littéraire, un quelqu'un formé aux humanités, dans ce flux qu'est la vie d'une entreprise où passe beaucoup de choses et où on a le sentiment que ce sont plutôt les esprits scientifiques ou les esprits techniques qui peuvent avoir une prise sur les événements
à ce que le littéraire doit et puis peut apporter, non pas se transformer, se grimer en faux technicien, mais au contraire faire valoir des qualités qui sont les siennes. Et d'abord, quelles sont-elles? C'est peut-être à ça que je vais vous demander de répondre. Je vais me tourner ce coup-ci, peut-être Flora Bernard, la qualité d'un littéraire dans le processus d'une entreprise où il est question de tas de choses, où l'efficacité, la rapidité ont leur exigence. Alors quand j'ai fondé TAE, donc l'agence de philosophie que je dirige donc il y a 7 ans maintenant, quand je suis allée voir des personnes que je connaissais dans mon réseau en entreprise en leur disant que j'avais cette idée de faire philosopher des équipes, faire rentrer la philosophie dans le monde de l'entreprise, je vous avoue qu'on m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais enfin ça n'a rien à voir. En fait, ces deux mondes-là n'ont rien à voir. On a ces idées reçues que le philosophe, d'abord il a beaucoup de temps, il passe son temps à penser en fait, on l'imagine dans sa tour d'ivoire, en général un homme avec une barbe blanche. Donc voilà, on a cette idée du philosophe, et puis le philosophe aussi il a son idée du monde de l'entreprise qui serait un monde vraiment qu'intéressé par l'argent et par l'action bassement matérielle. Donc il y avait quelques surprises en fait au début. On a commencé à faire de la philosophie en entreprise en interrogeant les mots. MOTS ou MAUX aussi, puisque certains mots MOTS sont aussi des mots MAUX. Donc, depuis 7 ans, on a interrogé plus de 70 mots, le sens des mots. C'est-à-dire quand je dis QVT, on utilise beaucoup d'acronymes dans les entreprises. QVT, en entreprise, ça veut dire qualité de vie au travail. En plus, je trouve que c'est une expression qui est tellement belle que je ne vois même pas pourquoi on utilise cet acronyme qui fait penser à cuvette, en fait, pour tout vous dire. Et donc, je dis, voilà, s'interroger sur la qualité de vie au travail, c'est s'interroger sur ce qui fait une vie de qualité au travail. Alors, rien que d'inverser le sens des mots, ça fait son petit effet. Parce que tout d'un coup, les gens se disent « Ah oui, en fait, on va pas, je caricature un peu, mais on va pas s'interroger sur si on va faire du baby-foot entre midi et 2, on va s'interroger sur ce qui fait une vie de qualité. » Des interrogations, en fait, des philosophes de l'Antiquité, enfin, jusqu'à nos jours. Donc, aujourd'hui, pour moi, la philosophie, elle a un apport essentiel, c'est de permettre d'arrêter l'action un temps pour prendre de la hauteur, prendre du recul sur ce qu'on vit et comment on le fait. Donc là, j'ai donné l'exemple de la qualité de vie au travail, mais il y a quelques jours, j'animais un atelier sur la performance. Elle est entendue de manière très basique dans les entreprises comme la performance financière, mais par Formaré, donner forme à, c'est ça la performance. Donc quand une entreprise cherche à être performante, à quoi est-ce qu'elle veut donner forme? Là, tout d'un coup, je trouve qu'on a une toute autre question. Donc pour répondre à votre question, une des compétences, je trouve, du philosophe, c'est une certaine manière de questionner les évidences. On ne fait pas juste des ateliers sur le sens des mots, on forme également au questionnement. Donc on a une journée entière sur apprendre à questionner, apprendre à problématiser pour ouvrir et élargir son questionnement et puis problématiser pour mettre le doigt sur le bon problème. Et ça, c'est aussi une autre compétence dont les entreprises aujourd'hui manquent parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se jette trop rapidement sur les solutions sans se demander si les solutions ou les réponses qu'on apporte sont celles qui répondent aux bons problèmes. Sophie Moissard, vous avez certainement des gestionnaires pour vos maisons de retraite. Qu'est-ce qu'un littéraire, et en l'occurrence vous, mais peut-être d'autres de vos collaborateurs, vous nous direz peut-être si vous embauchez parfois des gens qui ont une solide formation d'humanité, ou qu'est-ce que vous attendez d'eux dans une entreprise telle que la vôtre? Je pense que toute communauté humaine se définit d'abord par le langage et sa capacité à poser des mots justes sur une situation. Et si on prend effectivement cette crise épidémique dans laquelle on est aujourd'hui plongés les uns les autres, la capacité à dire justement ce qui se passe, ce que l'on sait,
à l'exprimer vis-à-vis de collaborateurs qui peuvent eux-mêmes se sentir aujourd'hui en situation, se sentir menacés. Les peurs que ça réveille, naturellement, qu'on retrouve dans les grandes, quand on se replonge dans l'histoire des grandes épidémies à travers les âges, eh bien, c'est un assez bon exemple de se dire à quel point en entreprise, et plus particulièrement en entreprise, la première des choses, c'est de pouvoir poser des mots, et, de définir un vocabulaire, un langage commun, dans lequel chacun peut se retrouver à la fois au sein de l'entreprise et puis vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, les clients, les personnes avec lesquelles on interagit. Donc la capacité à formuler justement clairement, avec les bons mots, la réalité d'une entreprise, c'est quelque chose qu'un dirigeant utilise tout le temps. Il l'utilise pour communiquer avec ses équipes, il l'utilise pour communiquer à l'extérieur. Nous passons notre temps en réalité dans un univers de mots. Et donc je pense vraiment qu'une entreprise a profondément besoin de diversité de talents et donc des talents de littéraire, simplement pour cette capacité de communiquer au sens plein du terme, pas une espèce de communication superficielle qui ne reflèterait pas la réalité, mais de poser des mots justes. Donc ça c'est un premier élément important, et quand je regarde aujourd'hui, en tout cas dans le monde qui est le mien, effectivement dans lequel il y a des scientifiques, des médecins, des financiers, évidemment, mais il y a aussi autour de moi voilà, un directeur des ressources humaines qui a fait Normal Sup et qui a fait une thèse d'histoire diplomatique. Alors on dirait qu'est-ce que ça lui apporte? Ça lui apporte une énorme finalement profondeur et vision humaine qu'il a ensuite reconverti et mis au service aujourd'hui des ressources humaines dans une entreprise internationale européenne. C'est un exemple parmi d'autres. Donc on a vraiment profondément besoin de ces talents pour mettre le monde et la réalité de l'entreprise en phrase. Il y a une deuxième dimension, je pense qu'en tant que littéraire, et en particulier à travers la philosophie, qui est incroyablement utile dans toute œuvre collective, c'est la capacité à délibérer. Délibérer, ça veut dire on passe son temps, dans une entreprise en tout cas, à prendre des décisions. Alors il y a des petites décisions, et puis il y a des décisions plus structurantes, plus complexes. Et finalement, une des qualités, ou en tout cas un des talents du bon dirigeant, c'est d'être capable de créer ce processus de délibération efficace, dans lequel chacun de celui qui a quelque chose à dire et à apporter à la prise de décision collective va pouvoir s'exprimer justement, aboutir à la bonne décision riche de l'ensemble des points de vue, et qui en même temps est une décision qui oriente et qui tranche, qui fait avancer. Et ça, je suis assez convaincue que la formation en particulier philosophique, la capacité à poser effectivement clairement les enjeux, à bien peser les termes, et ensuite cette capacité à vraiment apprendre intrinsèquement les problèmes pour ce qu'ils sont, à les poser et à les regarder sous toute leur face, ce que vous disiez justement dans vos corps général tout à l'heure dans votre introduction. Je pense que ça c'est une qualité propre, en tout cas à une belle formation littéraire, et qu'elle est profondément utile en entreprise. Jean-Pierre, Denis, je pensais à notre métier de journaliste où vraiment la technicité a pris beaucoup d'importance, notamment avec l'irruption du web. C'est-à-dire qu'il y a jadis un journaliste, on lui demandait, de presse écrite, on lui demandait d'avoir un stylo, un cahier et éventuellement de savoir écrire. Comme disait Claude Imbert, la presse écrite doit être écrite. Ça ressemble à une tautologie, mais c'est pas si banal que ça. Aujourd'hui, on demande à un journaliste de savoir être très à l'aise sur le web, et même techniquement à savoir monter des sujets, monter des images, monter des sons, toutes choses qui sont nouvelles pour notre génération. Est-ce que le risque n'est-il pas d'oublier au fond le fond de notre métier de journaliste, sa capacité notamment d'analyse, de commentaires, d'angler un sujet, etc., etc. Oui, tu as tout à fait raison de faire remarquer, enfin en tout cas pour moi, peut-être pas pour toi,
que nous avons pu commencer dans ce métier parce qu'il ne demandait aucune compétence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a en effet beaucoup changé. Et je pense d'ailleurs que c'est le cas dans beaucoup de métiers en dehors du nôtre, où finalement la jeune génération arrive avec des compétences techniques qui n'étaient pas requises, et finalement on est amené à demander de faire des choses que nous ne savons pas faire, et à apprendre aussi de cette nouvelle génération à partir de compétences que nous n'avons pas. Et d'une certaine façon, c'est salutaire, puisque ça nous rend un petit peu plus modestes. Quand j'ai commencé dans le journalisme, à travers des remplacements à la Dépêche du Midi, j'étais évidemment très content d'avoir mes premiers CDD, et je suis allé voir une vieille dame dans le Gers, qui était dans une ferme, et qui était abonnée à la Dépêche du Midi. Et je lui ai dit, voilà, je suis très content, je vais commencer dans le journalisme. Elle m'a dit, eh ben, vous allez en écrire des mensonges. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, ah bon, ben, le journalisme, ça ne doit pas être raconter des histoires. Parce que quand on dit raconter des histoires, ça veut dire, évidemment, inventer des choses. Et au fil du temps, je me suis aperçu que, en réalité, le journalisme, c'était bien raconter des histoires. Et si possible, des histoires vraies. C'était la petite nuance que peut-être cette dame essayait de me faire comprendre d'emblée, tout en restant, elle était abonnée à la Dépêche, donc elle savait de quoi elle parlait. Eh bien, à partir de l'expérience de cette dame et du fil que j'ai suivi, je me suis dit, mais finalement, oui, le journalisme, c'est devenu de la technique, oui, les datas, c'est important, oui, en un certain sens, il faudrait que les journalistes aient une plus grande culture scientifique, ou qu'il y ait plus de journalistes capables de décrypter ce que sont des statistiques, ce que c'est que la réalité d'une étude d'opinion, par exemple, qui sinon peut être utilisée n'importe comment. Voilà, il faudrait aussi avoir ces compétences-là, être capable de prendre ces distances-là, mais en même temps, fondamentalement, notre métier, c'est de raconter des histoires et d'essayer qu'elles soient le plus proche possible de la vérité. Et s'il y a une crise de la presse, s'il y a eu une crise de la presse, parce que peut-être qu'on est en train de la surmonter, s'il y a eu cette crise de la presse, c'est peut-être aussi parce qu'on a perdu tout simplement cette chose-là élémentaire de vue. Une des décisions les plus structurantes qu'on a pu prendre dans l'évolution de notre journal ces dernières années, c'est de rallonger l'écriture, la longueur des articles, pour se donner la possibilité de bien raconter nos histoires, évidemment en espérant qu'elles soient intéressantes. Et puis quand on voit comment ça se traduit dans l'actualité, je vous écoutais avec d'autant plus d'intérêt que je faisais mon édito cet après-midi sur cette histoire du coronavirus. Moi je suis frappé d'une chose, c'est que d'abord, on écoute les experts de la chose médicale, les épidémiologues, les médecins en tout genre. On finit par plus trop savoir ce qu'ils pensent, entre ceux qui disent que c'est très embêtant et ceux qui disent que c'est pas si grave. Bon. Et donc on s'aperçoit que les connaissances scientifiques qui nous sont proposées ne sont pas forcément aussi évidentes. En revanche, quand on regarde tout simplement de manière, je dirais, voilà, extrêmement basique, ce qu'ont fait les différents pays, on voit que la Chine a entrepris un traitement brutal, apparemment efficace, de l'épidémie, au point que l'épidémie serait, en tout cas sur la voie d'être résorbée en Chine, que l'Italie a pris des mesures extrêmement différentes des nôtres, et que nous, notre stratégie, si je comprends bien, c'est au contraire de lisser l'épidémie pour l'étaler dans le temps, pour la gérer comme ça. Autrement dit, pratiquement le contraire de ce qu'a fait la Chine, et quelque chose de beaucoup moins spectaculaire que ce qu'a fait l'Italie. Alors où est la science là-dedans? En réalité, on s'aperçoit que là-dedans entre une histoire des mentalités, une histoire politique,
et ce n'est évidemment pas là pour faire l'éloge, vous vous en doutez, du régime chinois, mais une histoire des mentalités, une histoire d'un pays, l'Italie, qui a été confronté à des grandes pestes, notamment à Milan, aussi à Naples, donc un imaginaire aussi qui est hanté particulièrement par cette question, peut-être plus fortement que le nôtre. Est-ce que c'est ça l'explication? Est-ce que c'est le seul élément d'explication? En tout cas, ça n'est jamais abordé dans le débat public. Alors, on nous a expliqué qu'il fallait se laver les mains. On nous l'a expliqué beaucoup. Mais ma mère me l'avait déjà expliqué quand j'étais enfant, et je ne suis pas sûr d'avoir besoin que les journaux me le réexpliquent tous les matins, y compris avec des petites infographies et des schémas au cas où je n'aurais pas compris comment il fallait se laver les mains. En revanche, j'ai peut-être besoin de ce petit recul littéraire, pourquoi pas me faire relire Le Hussard sur le toit, me réexpliquer l'histoire de l'Italie, pourquoi pas me raconter qu'à l'exposition de Luca Giordano au Petit Palais, que vous avez peut-être vu, il y avait toute une salle qui était consacrée justement à l'impact des épidémies dans sa peinture, qui était une salle intéressante. Voilà, pourquoi pas aussi me raconter ces différents épisodes pour essayer de former le citoyen que je suis et de lui faire prendre une juste mesure des choses dans la mesure où c'est possible. Merci. Je trouve bien les Benjamin, notamment dans vos activités actuelles, dirigeant d'une institution également médicale. Vous allez voir, c'est drôle parce qu'on dit un peu les mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots. Le chef militaire, il donne du sens. Dans son attitude, il y a des mots, tout ça c'est complet, et on dit souvent celui-là, j'irai à la guerre avec lui, ou j'irai pas. Dans tous les métiers, on dit ça, hein, je pense. Hein. C'est-à-dire, voilà, je pense que on apprend grâce justement à notre culture, à nos racines, à tout ce qu'on a pu digérer. D'abord, on acquiert une hauteur de vue, on acquiert une capacité d'expression pour simplifier les choses. Aujourd'hui, le rôle du chef militaire, c'est de dire à un soldat, de lui synthétiser les conventions de Genève, les règles d'engagement de l'OTAN, les restrictions nationales, etc., pour lui dire, tu tires ou tu tires pas. Donc il faut un esprit de synthèse assez fort, hein, pour qu'il comprenne ça. Voilà, donc le chef militaire, il donne du sens. Si j'oppose un peu aux scientifiques, c'est moins rationnel, il y a plus de cœur. Et donc il fait mettre du sens et il fait mettre du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire, mais plus que tes horaires de travail, c'est pas tout d'arriver à l'heure, d'être poli, de remplir le truc, mais-y du cœur. C'est-à-dire, mais-y de la gratuité. Et pour moi, j'oppose un petit peu la gratuité des sciences, des humanités à l'approche scientifique, rationnelle, pécuniaire, de ceux qui recherchent la finance. Hein. Mais la finance, c'est fini parce que plus personne ne veut faire de la finance, puis quand on voit la bourse, on comprend. Voilà, donc voilà, le littéraire, pour moi, il fait tout ça. Et puis tout ça, ça lui permet aussi de comprendre les cultures. Alors quand on dit ça, tiens, bizarre, qu'est-ce que ça veut dire comprendre les cultures? Alors moi, par mon parcours, j'ai eu à la Légion étrangère 150 cultures différentes qui se sont côtoyées. Et je leur ai appris à parler français, à vivre français, à vouloir devenir français. Voilà. Et tout ça, je pense que si j'avais pas eu une culture littéraire, ça m'aurait été beaucoup plus difficile. Et je ne sais pas si j'ai réussi d'ailleurs. Merci. Je vais peut-être inverser complètement la problématique. Quelle est la capacité pour les entreprises, les institutions, d'accueillir des littéraires? C'est-à-dire d'être sensible aux qualités, à l'enrichissement qu'on vient de décrire là. Et donc, vous posez la question des expériences que vous avez en entreprise. Et j'ajouterais, je crois que ça a été un petit peu dit aussi en introduction, du littéraire au-delà du littéraire comme une fioriture. Vous savez, on disait que le général de Gaulle avait sollicité Pompidou, il cherchait un normalien sachant écrire. Donc on pourrait toujours dire dans une entreprise, bon, il en faut un parce que ça fait bien, c'est un petit peu la caution élégante
si éventuellement, effectivement, il peut relire les discours du président, y mettre quelques citations venues de la philosophie grecque ou de la littérature ou de la poésie, ça fait bien. Mais au-delà de cette présence qui donne un petit peu de noblesse comment dirais-je, un comité exécutif d'entreprise, comment sentez-vous l'aptitude donc d'une entreprise, peut-être même de la société en général, la société française, d'accueil littéraire en considérant le rapport véritable dans la gestion d'une situation? Sophie Boissin, vous avez peut-être une idée? Je pense que, peut-être, si je puis me permettre, l'entreprise, c'est peut-être un concept un peu général. Tout dépend. Il y a des secteurs d'activité, des formes qui sont plus faciles que d'autres pour des qualités littéraires. Encore une fois, si je reviens à mon expérience aujourd'hui dans un univers de soignants, dans lequel l'engagement humain est extrêmement fort, on va retrouver très spontanément des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont eu un parcours, une formation, un très fort tropisme littéraire, et puis qui ont pu ensuite aller vers des parcours de psychologie, ressources humaines, et qui vont très facilement trouver finalement des métiers à la fois opérationnels, mais dans lequel tout ce que vous décriviez, tout ce qui fait finalement la richesse de leur personnalité trouve à s'exprimer. Donc je dirais que dans une entreprise comme la mienne, cette question ne se pose même pas, elle est même naturellement amenée à faire venir ce type de profil. C'est sans doute plus difficile et plus intéressant de regarder ce que ça veut dire dans une entreprise vraiment industrielle. J'ai passé un certain nombre d'années à la SNCF, qui est une entreprise profondément d'ingénieurs et de techniciens. Le fond de culture de cette entreprise, c'est vraiment autour de la technique et d'une espèce de foi absolue dans ce que les capacités techniques de grands ingénieurs permettent de faire comme prouesse. Le TGV, des ouvrages d'art, c'est vraiment un monde qui est dominé par finalement cette utilité de la science appliquée. Dans cet environnement-là, que peut un littéraire, hormis servir de caution sur les discours du président? En réalité, on va retrouver peut-être plus à ce moment-là avec des philosophes qui vont aller assez naturellement peut-être s'épanouir dans des métiers plus juridiques. Finalement, on peut arriver à faire dialoguer des cultures de techniciens avec des cultures de philosophes très très bien. Au contraire, il y a une forme de rigueur dans le raisonnement qui est très complémentaire et qui trouve à s'épauler très bien. Je ne vois pas, moi, aujourd'hui, d'univers d'entreprise, et je pense que même, si on prend les entreprises du monde digital, elles ont infiniment besoin, en fait, de comprendre la sociologie, l'histoire des sociétés dans lesquelles elles évoluent. Donc, on va trouver aussi des parcours littéraires qui vont s'épanouir. Donc, je pense encore une fois, ces humanités, c'est la base de notre personnalité, de notre culture, et c'est à partir de ça que c'est un terreau, à partir duquel on construit finalement des formes d'expertise qu'on peut utiliser dans toute une boîte à outils, qu'on peut utiliser dans beaucoup de constellations professionnelles en fonction de ses envies. Flora, vous qui fréquentez beaucoup d'entreprises dans tous les domaines divers et variés. J'ai fréquenté pendant plusieurs années la SNCF, qui a été l'un de nos premiers clients donc il y a 7 ans. Vous parliez de délibération tout à l'heure, mais c'est vraiment notre conception de la philosophie. On essaie de sortir de l'exercice solitaire pour la remettre au centre d'un collectif. Parce que philosopher, c'est une certaine manière de penser, mais c'est aussi une certaine manière de se parler et de s'écouter. On a accompagné un collectif d'environ 250 personnes au moment de la fusion entre RFF et SNCF Infra. Pour faire très schématique, SNCF Infra, les cheminots, RFF, c'était une petite start-up en fait au début qui est devenue plus importante pour gérer le réseau lui-même, mais plutôt col blanc. Donc il y avait une différence de culture qui était vraiment importante et des a priori les uns sur les autres qui étaient vraiment extrêmement forts. Et donc pendant 1 an, ça a duré 1 an. Donc ça je trouve que c'est un exemple intéressant parce que
C'est pas juste un atelier philosophique pour, je les appelle de respiration philosophique. Ça fait du bien, et c'est très bien, c'est un premier pas. Mais c'est vrai que moi, ce qui me plaît davantage, c'est de vraiment pouvoir accompagner une communauté dans la durée pour que, en philosophant ensemble, en s'interrogeant sur, toujours pareil, hein, le sens des mots, notamment par exemple, on avait interrogé la coopération, puisque c'était de ça dont il s'agissait, que les uns et les autres puissent arriver à mieux se comprendre. Et ça va loin, je reprends l'exemple de la coopération. Ce qu'on va penser de la coopération est influencé par ce qu'on pense fondamentalement de l'être humain. Est-ce qu'un être humain, c'est, comme le dirait Hobbes, un loup pour l'homme? L'homme est un loup pour l'homme, c'est sa phrase célèbre. Et dans ce cas-là, la coopération n'est pas naturelle. Ou est-ce que la coopération, ou est-ce que l'homme, c'est un être qui recherche naturellement la compagnie des autres hommes, et donc est-ce que la coopération est naturelle? Donc vous voyez que quand je demande dans une salle, quand je commence un atelier sur ce sujet, je dis combien de personnes pensent que la coopération est naturelle? J'ai à peu près la moitié de la salle, et l'autre qui pense qu'elle n'est pas naturelle. Bon, c'est important quand même de s'interroger sur ça avant de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que coopérer, évidemment comment, mais d'abord qu'est-ce que coopérer et à quelle vision de l'être humain est-ce que ça correspond. Et le dialogue philosophique, il sert à ça. Il sert à, encore une fois, lever nos préjugés, mais surtout pouvoir entendre les différentes conceptions des uns et des autres pour arriver à mieux être ensemble, en fait, vivre une vie meilleure ensemble. Donc ça, c'est un exemple... je trouve où... Et en fait, il y a eu cette intervention il y a quelques années maintenant, mais ça continue en fait aujourd'hui dans les transformations que vit l'entreprise. Par exemple, on est en train de former toute une équipe de directeurs de ressources humaines au questionnement. Parce qu'ils réalisent que c'est vraiment une compétence qu'il est important d'avoir dans ces périodes de transformation assez radicales que vit la SNCF, mais que vivent toutes les entreprises. Christophe de Saint-Chamond, vous diriez que l'armée, par rapport à un littéraire amenant ses qualités humaines, humanistes, de la réflexion, du temps long, de la culture, sera accepté, voire privilégié par rapport à un excellent expert, un excellent technicien? Alors, je crois que dans les armées, il y a les deux, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup d'équipements, d'armement de pointe, mais par contre, tous les enjeux... La guerre, c'est quand même c'est l'échec de la réflexion politique. Hein, donc il faut, entre la réflexion politique et la mise en œuvre technique d'un conflit, il faut des gens pour comprendre les enjeux d'une crise, comprendre la culture du voisin, comprendre la planète, comprendre tout ça. Et si on n'a pas des gens, des littéraires, des gens cultivés qui peuvent justement apporter tout ça, eh bien, on part de rien, on part sur des impulsions, ou bien on écoute un cinglé. Et l'histoire nous l'a montré, un type qui n'a que le charisme, mais rien d'autre, et on s'embarque derrière lui, parce qu'il n'y a personne pour réfléchir, pour lire, pour tirer la sonnette au bon moment. Donc en fait, vous apercevez que peut-être que si on a eu plus de littéraires en Europe, on aurait eu une histoire autre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est important. Et puis moi je voudrais aussi souligner le handicap de celui qui ne sait pas parler, qui ne sait pas écrire. Ça c'est majeur. Je dis du handicap, non pas du handicap qu'on côtoie dans les établissements de malades, mais le jeune français, le jeune citoyen, vos copains qui vous envoient des textos et compagnie, là, qui deviennent des analphabètes. Et c'est un vrai handicap. Et je voudrais un petit peu atténuer votre propos sur le fait qu'on embauche des gens pour servir de caution au discours du président. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que faire un discours quand quelqu'un sait en faire un, on le piste, hein, parce que c'est alors Étienne, il a une plume d'enfer, Jean-Pierre aussi. Tout le monde n'est pas écrivain. C'est un atout considérable, sans être dans la catégorie des grandes plumes, de pouvoir rédiger quelque chose de clair, de structuré, de simple. Moi, toutes les lettres, c'est moi qui les écris, parce que j'ai personne qui sait écrire autour de moi. Hein. Hein, les allocutions, c'est moi qui les... Voilà, et comme ça, etc.
Dans des grands chefs à haut niveau, ils ont besoin autour d'eux d'avoir des gens qui vont les comprendre et qui vont aller en les côtoyant, en ayant leurs enjeux, qui vont être capables de faire un discours en cible à 95%, et du coup après le patron il lit, il coche, il raye, et puis la plume au bout de 3 discours elle a compris ce qu'aimait le patron et elle lui fait directement un 20 sur 20 quoi. Jean-Pierre? Forcément, dans une rédaction, il peut arriver qu'on ait avantage à embaucher quelques personnes qui sachent écrire. C'est pas impossible. Donc, une fois que j'ai fait ce constat, qui ne sera pas une grande révélation pour vous, ce qui m'intéresse, et c'est pas pour faire un facile jeu de mots, au-delà des hommes et des femmes de lettres, c'est lettres L apostrophe E accent circonflexe. Et donc ça va en effet bien au-delà, c'est-à-dire que on voit, on parlait du coronavirus, on voit comment tout d'un coup une société montée sur des certitudes chiffrées, mesurables, que ce soit voilà, dans les modes de gouvernement, dans le fonctionnement de l'économie, dans la rationalité supposée des places boursières, tout d'un coup est prise de panique et prend des décisions qui sont de moins en moins contrôlées. Moi, ça m'interroge beaucoup. Et ça nous déstabilise profondément et ça nous amène à nous poser des questions vraiment fondamentales sur le passage entre l'avoir et l'être, justement. Et moi, ça m'intéresse d'avoir dans une rédaction non seulement des plumes, des gens qui savent écrire, mais des gens qui ont cette expérience. Et au fond, finalement, une fois que quelqu'un est embauché, je vous avouerai que après avoir regardé finalement d'assez loin le CV, j'oublie assez rapidement quelles sont les études qui ont pu être faites, parce que je me suis intéressé à cette question de la personne et de l'être. Voilà. Moi, c'est plutôt la préoccupation que j'aurais. Mais ça, c'est à l'échelle d'une petite structure, qui est une petite rédaction. En revanche, je suis amené à côtoyer, par ma profession, une institution assez importante, qui est l'Église catholique, et je trouve qu'elle gagnerait à se poser les questions qu'on se pose ce soir dans son système de promotion interne et dans les recrutements de ses dirigeants, pour employer le vocabulaire peut-être qui n'est pas un vocabulaire très, très religieux. Je pense que c'est pas un hasard si on avait à une époque un grand esprit qui était le cardinal Lustiger, qui était justement un homme de lettres dans tous les sens de ce mot et des jeux de mots possibles. Voilà, on gagnerait à avoir peut-être moins seulement des administrateurs, mais peut-être des personnes qui lisent, qui ont ce recul, qui ont cette capacité aussi à prendre de la distance. Je ne dis pas évidemment qu'elles n'existent pas, mais je pense qu'en tout cas ça devrait être un point d'attention intéressant. Merci. Est-ce qu'on pourrait dire ensemble ce soir que les littéraires ont une capacité peut-être à permettre à une entreprise, une institution, à la société en général, de s'interroger sur ses finalités? Est-ce que c'est cette vocation-là que les littéraires pourraient avoir? Il se trouve que le sujet est quand même d'actualité avec la loi Pacte. La loi Pacte qui demande, en fait, qui invite les entreprises en fait, à réfléchir à leur raison d'être, à leur vision, à leur mission, en fait, à quoi elles servent, hein, au-delà de faire du profit. Ça, je pense que c'est un vrai changement parce que on hérite quand même de la pensée de Milton Friedman, hein, qui nous dit finalement la finalité d'une entreprise, c'est de faire du profit. Que ce soit nécessaire de faire du profit, je pense qu'il n'y a personne à convaincre.
important pour une entreprise de gagner plus d'argent, pas que pour les entreprises d'ailleurs, de gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense, tout simplement pour pouvoir investir, voilà, et puis voir venir le futur. Donc aujourd'hui, je trouve que le fait de pouvoir se reposer ces questions de fond sur quel est le but sociétal, quel est le but social, quel est le but environnemental que sert une entreprise, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, moi, je travaille dans ce secteur depuis 25 ans maintenant. Mon premier métier, mon premier job, en fait, en quelque sorte, ça a été d'aider des organisations à s'interroger sur leurs responsabilités environnementales et sociales. J'ai travaillé pour Suez pendant 5 ans. Ma première mission, c'était ça, c'était d'aider une entreprise de gestion de déchets à s'interroger sur est-ce qu'on doit aider les citoyens à réduire leur tonnage de déchets. Mais comme l'entreprise gagnait de l'argent sur le tonnage collecté, vous voyez qu'il y avait quand même 2 objectifs qui étaient un petit peu antinomiques. Donc c'est des questions que moi je me suis posée dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé depuis longtemps, mais c'était toujours des questions qui étaient un petit peu à la marge ou prises par une personne particulièrement passionnée par le sujet. Vous voyez, c'était pas un grand mouvement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus un mouvement de fond, aussi parce que les jeunes générations, enfin, il y a un problème de recrutement chez beaucoup de mes clients, il y a un problème de turnover important, un problème de recrutement, un problème de fidélisation en fait des collaborateurs qui sont en demande, vous vouliez pas mentionner le mot, mais de sens quand même, c'est vrai, d'une certaine manière, et donc ils ont envie. Alors peut-être, je dis pas nous parce que moi ça a toujours été très important de savoir pourquoi je faisais ce que je faisais, mais je vois certains de mes amis ne se questionnaient pas tant que ça sur la raison d'être de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Aujourd'hui, je pense que c'est une question beaucoup plus prégnante chez les jeunes. Et vous avez, pour les jeunes qui sont dans cette salle, raison d'interroger les entreprises sur ce sujet-là. Enfin, une entreprise au départ, ça a commencé par un entrepreneur. Enfin, il y a eu une personne à un moment donné qui a créé une entreprise parce qu'elle avait le sentiment qu'il y avait quelque chose d'important à apporter à la société. On ne savait pas que, enfin, avant de réussir, on ne sait pas que son entreprise va réussir. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Voilà, ça me semble être une question importante et saine. Christophe de Saint-Chamond, le littéraire. Ben, je pense que justement le littéraire, il a cette capacité à s'interroger. Vous parlez de l'entreprise, effectivement, soit le but c'est de faire du fric. Et on a un DRH qui ne veut pas connaître les gens parce qu'il doit les virer, c'est plus commode. Ça, c'est une approche technocratique froide. Et puis il y a une autre approche qui est celle plus humaine, plus humaniste. Quel est notre rôle? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de l'homme? Est-ce que le travail est une punition? Ou est-ce que c'est on est fait pour le travail? Ben oui, moi je pense qu'on est fait pour le travail, mais on est fait pour un travail épanouissant. Et donc l'homme et la femme épanouis dans son travail, et ben en général il est bon. Il est bon et du coup l'entreprise va être meilleure, il y aura moins de déchets à l'atelier, il y aura plus de sérénité dans les couloirs, il y aura plus de compréhension dans les dialogues, et du coup, une des conséquences va être qu'il fera bon vivre, et puis une autre conséquence qui n'est pas neutre, c'est que du coup, le chiffre d'affaires va augmenter. Mais ça, c'est une approche, quand on parle de... Voilà, on s'occupe des hommes, on s'occupe et des femmes, de la relation humaine, de la manière de faire, et bien on arrive à quelque chose de grand. Et puis pour compléter un petit exemple concret sur la différence entre l'approche du littéraire et du scientifique, j'ai été frappé un jour avec un navigateur, on devait approuver la désignation d'objectifs pour des bombardements. Très technique, bon. On s'enferme, c'est classifié dans une pièce, des cartes. Au bout de 2 minutes, chacun en pose une question. L'aviateur lui demande, il regarde l'objectif, il dit la montagne derrière, elle est à combien dans l'axe d'attaque? Et moi, j'avais 2 questions. La première, c'était sur l'objectif, est-ce qu'il y a des populations?
Et puis la route qu'on va dégager en détruisant ce truc-là, elle sert à quoi? Et après on s'est regardé tous les deux, on s'est dit c'est quand même amusant de voir comme sur un problème posé, il y en a un qui a un souci, c'est que l'avion fasse but et ne se prenne pas la montagne. Et puis l'autre, c'est est-ce qu'on va avancer dans la manœuvre et est-ce qu'on va avoir des pertes? C'est un peu poussé à l'excès. Oui, mais moi, ça m'a vachement éclairé. Je me suis dit, heureusement qu'on ne laisse pas faire tout aux uns ou tout aux autres, mais cette richesse des parcours de formation différents, des analyses différentes, permettent de faire une bonne synthèse. Parce que je pense qu'un des talents du littéraire, c'est justement d'avoir une synthèse du bon niveau. Merci. Oui, les scientifiques posent peut-être la question du comment et les littéraires la question du pourquoi. Sophie Boissard, sur les littéraires comme une éventuelle grain de sable ou Jiminy Cricket, la conscience. Je pense qu'effectivement la mode actuelle de la raison d'être conduit aujourd'hui tout le monde à redécouvrir finalement le sens profond de toute entreprise humaine au sens de projet. Je pense qu'il y a pas mal de boulot encore pour les littéraires quand on lit comment les entreprises formulent leur raison d'être. Je crois que leur esprit de synthèse et de clarté d'expression, il y a encore des progrès à faire. Plus fondamentalement, je pense que dans un monde aujourd'hui qu'on voit incroyablement fracturé, fragmenté, dans lequel les gens ont du mal à trouver un endroit où s'inscrire, y compris dans des collectivités politiques, peut-être que finalement il y a un champ à réinvestir pour nous autres littéraires que sont des entreprises réinventées en institutions, c'est-à-dire finalement en lieu de pérennité et de projection, ce qui est, je crois, ce que chacun d'entre nous cherche, c'est de pouvoir s'inscrire dans une communauté dans laquelle il se sent utile, dans laquelle il se sent inscrit dans un projet qui est plus grand et plus important que lui et qui va subsister dans le temps. Donc je pense que effectivement c'est certainement à travers ça aujourd'hui qu'on peut imaginer réinventer ou construire une manière d'être différente dans un monde où on voit à quel point la globalisation a fragilisé les institutions politiques. Merci Jean-Pierre. Je laisse le mot de la fin, le mot du poète peut-être. Je reprendrai ce que je disais tout à l'heure en le systématisant, en disant parents, si vos enfants ne savent rien faire, faites-leur faire du journalisme. S'il y a des étudiants dans la salle, si vous ne savez rien faire d'autre qu'écrire, ne vous découragez pas, vous pouvez être journaliste. Et c'est un très beau métier parce que ça permet de se cultiver pendant toute sa vie. Pour être un peu plus sérieux et optimiste, je dirais que dans ce que j'observe moi chez les jeunes, qu'ils soient littéraires, qu'ils soient scientifiques, quelle que soit leur formation et leur centre d'intérêt, c'est justement aujourd'hui une forte demande, une forte réappropriation, parfois un peu provocatrice, déstabilisante pour les entreprises, de cette question dont tu disais qu'il ne fallait pas trop qu'on l'aborde parce que le mot était usé, mais il est évidemment là, qui est la question du sens. Ça déstabilise beaucoup les organisations, ça déstabilise le rapport au travail, ça déstabilise le rapport à la hiérarchie, ça déstabilise le rapport à l'argent, ça déstabilise le rapport à l'engagement, enfin tout est remis en question, et je suis persuadé que toutes les incertitudes qu'on vit à travers les multiples crises qui sont devant nous, crise évidemment sanitaire, crise environnementale, crise éventuellement financière si ça se précise, enfin, toutes ces crises ne vont faire qu'accentuer en fait ce désir, et je pense que il est bon de l'accompagner, même de l'encourager, et je pense que c'est aussi à ça que peuvent servir en particulier les études littéraires, puisque c'était l'objet de notre discussion ce soir, mais je pense que c'est beaucoup plus large. C'est une attente générationnelle et pour moi c'est très très positif. Merci. Avant notre conclusion, peut-être que les questions sont nées des propos des uns et des autres. Donc on va passer à cette phase où vous pouvez prendre la parole. Comment, d'après vous, est-ce qu'on peut relier l'image de la rigueur
dans la hiérarchie, comment est-ce que, à un niveau donné, les qualités du littéraire pourraient éventuellement remonter? Est-ce que ce serait trop prétentieux? Et la même question, mais à un niveau peut-être plus général, dans l'idée de rigueur et d'efficacité du milieu militaire, comment est-ce qu'on introduit l'individualité? Donc littéraire particulièrement. Alors, je pense que Vous avez une heure, hein, en général. Ouais, j'ai une heure. Alors, je pense que la rigueur, elle est dans l'exécution. Hein, donc le métier militaire a une image de rigueur, bien sûr. Un défilé, ça doit être impeccable, voilà, mais dans l'exécution. Mais après, le métier militaire, il y a 3 étages. Il y a la conception, la conduite et l'exécution. Voilà. Dans l'exécution, on ne discute plus. Hein, il n'y a pas forcément à réfléchir, et même, il y a des moments où il ne faut pas réfléchir, parce que quand on dit à l'assaut, c'est pas le moment de dire oui, mais moi, il y a ma maman, j'ai ma femme, j'ai mon... Non, là, c'est fini, on exécute. Voyez. Donc, il faut une rigueur à un certain niveau. Au-dessus, c'est la conduite, et là, la conduite, il faut être à la fois rigoureux et un peu humain. Et puis, dans la conception, c'est la réflexion, hein, qui s'enrichit de l'expertise scientifique et de la hauteur de vue du littéraire. Oui, donc pour moi, il y a bien un alliage, mais vous regardez les armées, vous regardez les chefs, et les littéraires sont présents. Hein, le général Georges Lain, le général Pugat, aujourd'hui le général Lecointre, sont des littéraires. Hein. Par contre, souvent le major général, qui est le numéro 2, celui qui a 80 dossiers et 10 sous-chefs à fouetter, lui, c'est souvent un scientifique, parce qu'il ne rate pas une balle. Hein, il est méthodique, et voilà. Voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment une complémentarité qui était extrêmement précieuse. Je ne sais pas si vous avez répondu. J'aimerais savoir ce qui, dans vos métiers respectifs, rend heureux le littéraire en vous. Tous les matins, je me lève en étant heureuse et reconnaissante d'avoir la chance de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'avoir du temps pour lire. Et quand je travaillais en entreprise, je n'avais plus le temps pour lire. Passer plus d'1 heure concentrée sur un même livre, sauf les romans qu'on peut lire le soir, si on n'est pas trop fatigué. Donc, d'avoir du temps pour lire, d'avoir du temps pour écrire. Et en même temps, j'adore animer, donc je suis très contente quand je vais voir mes clients parce que je rencontre des personnes, je rencontre des cultures différentes, je peux relier des mondes qui n'ont a priori pas grand-chose à se dire. Donc voilà, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir continuer à me cultiver et à parfaire ma culture tout en ayant la chance de faire ce que j'aime, de manière équilibrée. Moi, c'est le maniement des langues. Du juste mot dans sa langue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très riche. Et je pense que sans cette formation solide d'humanité, je ne l'aurais pas. Quand, dans mon activité proprement d'écriture, comme éditorialiste ou comme rédacteur, j'ai le sentiment d'avoir donné un peu de saveur à une idée qui peut-être en manquait par l'écriture. Et plus largement dans mon métier, qui consiste à donner à lire ce que je pense, en sachant que en général j'ai beaucoup de chances de me tromper, plutôt quand j'ai le sentiment d'avoir réussi à penser contre moi-même. Et là j'en éprouve une satisfaction peut-être masochiste, mais bien réelle. Mon métier de militaire, de littéraire m'a amené à un métier particulier aujourd'hui, parce que gouverneur des Invalides, en fait, je veille sur nos Invalides. Hein, il y a 80 Invalides aux Invalides qui habitent là-bas, et mon rôle, je suis leur papa, leur frère d'armes, au nom du président de la République et en votre nom, je leur exprime la gratitude de l'État, puisqu'ils ont été blessés. Et donc, le soir, quand je fais le bilan, je suis allé en voir 3, 1, 2, 5. J'ai mis une petite goutte d'eau, hein, par la relation que j'ai établie avec eux. Je les ai écoutés, voilà. Et
quelquefois, ils me disent « merci, je vais mieux ». Alors quand vous avez un ancien qui vous dit ça, c'est parce qu'il vous a parlé, vous dites « ben voilà, je l'ai épaulé modestement, discrètement, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément grandioses, mais c'est le grandiose du quotidien au service de pages d'histoire en plus. Puisque quand je rentre dans une chambre, le doyen a 103 ans, donc la résistance, je la connais par cœur. Vous fréquentez l'histoire le soir. Je la fréquente, exact. Merci beaucoup. Bonjour, je suis enseignante et vous avez tous des parcours très brillants. Je m'interroge en amont de l'orientation des élèves, ou même comme maman, sur la porte confiante qu'on peut ouvrir à tout profil d'élèves vers des parcours littéraires. Dans les entreprises que vous côtoyez, est-ce que vous trouvez qu'il y a aussi une place, enfin moi j'ai mes convictions, mais je vous pose la question, une place de bonheur, de vie pleinement épanouie pour des élèves littéraires qui n'entreraient pas nécessairement dans des parcours aussi brillants que ceux dont vous avez pu témoigner ce soir? Alors moi, j'ai souvent orienté des jeunes qui voulaient choisir le meilleur régiment du monde. Je leur disais, ne choisissez pas quelle étoile qui brille, ne choisissez pas le meilleur, choisissez là où vous serez le meilleur. Moi, je suis impressionné parce que j'étais en sciences, puis je suis devenu nul en maths. Du coup, on m'a mis en lettres, donc j'ai un parcours complètement chaotique. Je peux militer pour l'école libre, j'en ai fait pas mal. Donc j'étais pas un premier de classe, loin de là. Mais le jour où j'ai eu un objectif, je me suis mis à travailler. Donc ça, c'est je pense, dans les parcours, dans l'orientation. Je suis un papa aussi, et je pense que c'est important. Et puis il y a le snobisme de la catégorie, il faut choisir tel lycée, tel truc. Et puis à Paris, c'est quand même l'endroit le pire pour ça. Moi j'ai été en province, on est serein, et puis on arrive à faire des belles études sans avoir la pression des grands lycées parisiens, mais c'est le système qui est comme ça. Mais donc moi, voilà, quelquefois il y a le déclic, choisir l'endroit où on sera le meilleur, et ça peut être un métier littéraire, ça peut être un métier... voilà, on a tous des talents, et c'est pas forcément... Il y a des gens qui sont nés brillantissimes, et ça veut dire qu'ils doivent beaucoup donner, et il y a des gens qui rament un peu plus, mais ils donneront quand même, et on en recevra d'eux. On a bien compris que vous aviez déjà la réponse à votre question, donc, et vous avez raison, si j'ai bien compris ce que vous pensez. Moi je dirais que dans notre expérience, dans une rédaction donc qui est quand même de taille modeste, une quarantaine de rédacteurs, nous avons chaque année 2 jeunes journalistes qui rentrent par la voie de l'apprentissage. Eh bien, c'est une partie de réponse à votre question. Ils amènent beaucoup de choses. Ils n'ont pas à rougir devant le reste de la rédaction. Ils continuent tout à fait leur chemin. C'est une très belle voie. Et j'entends qu'on fait des efforts en ce moment pour la développer. Et je pense que c'est une très bonne chose dans ce domaine comme dans plein d'autres. Voilà, je pense à une jeune journaliste qui est chez nous en ce moment en apprentissage et qui nous a déjà amené 1 ou 2 scoops, vous voyez, donc on peut ne pas avoir fait le parcours scolaire le plus brillant et néanmoins avoir des dispositions qui ne demandent qu'à cheminer, qu'à se révéler, si elles sont accueillies avec bienveillance, accompagnées, encouragées, si on est à l'écoute de ce que a envie de faire. Le jeune, à mon avis, c'est la question des études n'est pas tellement intéressante, c'est plutôt la question de l'envie, en fait, du désir de vivre des choses, de vivre des aventures, de se remettre en question, voilà, c'est ça la question clé pour moi, quel que soit le parcours qu'on a pu faire. Moi j'ai une fille en première et donc on est en plein dans les orientations et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, la fameuse question. Elle sait pas, en tout cas elle n'a pas du tout envie de faire des humanités, on est d'accord.
Moi, en fait, je dis, écoute, tu fais ce qui te plaît, parce qu'en effet, le désir, l'envie, c'est tellement important. On est capable de soulever des montagnes. Enfin, moi, j'ai changé de métier il y a 7 ans, de manière assez fondamentale. J'ai créé TAE avec une philosophe académique. Hein. Moi, j'ai pas fait ces études de philosophie, donc je suis un peu un ovni dans ce monde-là, une philosophe un peu praticienne, en fait, en quelque sorte. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui vont changer de métier au moins 2 ou 3 fois. Donc, quitte à changer de métier 2 ou 3 fois, autant utiliser ce temps précieux des études où on peut étudier pour, oui, avoir un métier, mais surtout le plaisir et le bonheur de prendre le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Le conseil que moi je donne à ma fille, donc forcément que je donnerai aux jeunes qui s'interrogent sur la voie à suivre. Et puis moi aussi, mon parcours a été semé d'échecs et d'embûches et d'hésitations. Enfin, tout sort pas de manière toute propre. Merci. Il y a des moments où la science se dérobe, comme on le voit aujourd'hui avec le coronavirus, et à ce moment-là, c'est l'émotion qui prend le dessus et qui a tendance à gouverner. Et est-ce que justement les littéraires n'ont pas un rôle à jouer pour imposer la réflexion au moment où l'émotion domine, ou bien peut-être être plus provocant, est-ce qu'aujourd'hui l'émotion ne domine pas parce que justement on a déserté les humanités? Mais pour moi, c'est pas que l'émotion domine, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Et c'est normal que l'émotion surgisse sur ce grand chambardement, tout d'un coup on bascule dans quelque chose. Donc, voilà. Ce qui me frappe le plus, c'est pas qu'on soit emporté par ces émotions, c'est que tout d'un coup, on se rappelle qu'on a un imaginaire. Donc oui, on a un imaginaire, et ça, on a eu tendance à considérer que ça n'avait aucune importance, qu'on n'était pas façonné par tout cet imaginaire, c'est-à-dire notre parcours de civilisation finalement, et ce qui nous habite intérieurement. Et donc du coup, on est très surpris, on dit ah bon, bah oui, on est fait aussi de ça. Et peut-être que là, l'expérience, le prisme de la littérature pourrait nous aider à l'appréhender. Mais moi, je ne suis pas surpris autrement par ces émotions, et elles ne sont pas forcément d'ailleurs mauvaises, parce que dans ces émotions, on va redécouvrir des éléments d'humanité fondamentaux dans les relations humaines, avec les bons et les mauvais côtés, le côté vernis de civilisation qui peut-être se craquelle assez rapidement quand on se méfie des autres, et peut-être des gestes altruistes ou des attitudes collaboratives qui peuvent être aussi très intéressantes. Je pense que vous avez raison. Effectivement, le surgissement des émotions et de mon émotion et de ma vérité, c'est certainement parce que le manque d'un cadre commun d'analyse aujourd'hui et de références communes partagées est quelque chose qui est criant. Donc oui, retrouvons ce qui fait notre fond commun à travers les humanités. Il y avait un philosophe que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Épictète, un philosophe stoïcien, qui disait, c'est le début du manuel d'Épictète, dans la vie il y a des choses qui dépendent de nous et il y en a d'autres qui ne dépendent pas de nous. Et en l'occurrence, Épictète et puis Sénèque aussi a des réflexions intéressantes sur les émotions. Ce que je ressens, ce qui arrive, ne dépend pas de moi, mais il y a quand même des choses intéressantes à nous dire. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est ce que je vais en faire. Donc nous sommes quand même des êtres de raison. C'est a priori ce qui nous distingue des animaux, qui ont des émotions et qui ont tout un tas de choses communes à nous, mais en tout cas, nous, on a cette capacité de pouvoir penser ce qui nous arrive. Donc voilà, faisons usage de ce qui dépend de nous. Épictète dit qu'il n'y a pas grand-chose qui dépend de nous, mais en tout cas notre jugement, oui. Donc regagnons du pouvoir sur la situation en faisant bon usage de notre capacité à discerner, parce que le mot n'a pas été mentionné, mais le discernement, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui nous demandent d'intervenir sur le discernement, l'esprit critique, voilà, toutes ces facultés que cultivent les littéraires. Merci, je vais donner la parole à
Christophe, pour conclure de manière un petit peu synthétique tous ces échanges très riches qui ont été les nôtres. On ne saura pas si The Economist est l'un des meilleurs journaux du monde parce qu'il y a des livres partout dans son bureau, mais à vous écouter ce soir, on aurait quand même bien envie de le penser et de créer un lien de cause à effet, qui est peut-être un peu de surinterprétation, parce que finalement vous avez montré beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts des littéraires. Vous avez bien honoré, je crois, le thème de cette soirée. Il y avait des choses qu'on attendait incontestablement, que ceux qui soient passés par les humanités aient cette maîtrise du langage et donc de la culture que donne la maîtrise du langage, qu'ils aient le sens des mots, la capacité à interroger les mots, ce recul, cette capacité réflexive qui les caractérise. J'ose espérer que c'est des choses que nous mettions assez spontanément derrière le mot de littéraire ou derrière le mot d'humanité. Des choses que nous pouvions deviner, mais en tout cas moi qui m'ont frappé dans ce que vous avez dit, le lien que vous avez tous fait, chacun à votre manière, entre le sens des lettres et le sens de l'échange, le sens des humanités et le sens de l'empathie, et même le sens des humanités et le sens de la communauté, que ce soit ces frères d'armes que vous rencontrez en général aux Invalides, ou que ce soit cette manière dont une entreprise, vous l'avez rappelé, l'une et l'autre est aussi une communauté amenée à se structurer, à se construire autour du langage. Et puis il y a quelque chose qui est peut-être moins présent dans les représentations collectives. On pourrait peut-être le deviner lointainement, mais non pas en faire une évidence objective. C'est que vous avez finalement beaucoup rapporté cette culture des humanités au sens de l'action et au sens des responsabilités. Là où on aurait peut-être tendance un peu facilement à opposer dans nos représentations symboliques celui qui réfléchit, celui qui écrit, celui qui lit, et puis celui qui agit. Et c'est tout le contraire, me semble-t-il, que vous avez suggéré, que ce soit en évoquant justement le fait de donner sens à l'action dans le commandement militaire, ou que ce soit cette capacité à délibérer dont vous avez parlé, Sophie Boissard, qui montre aussi que les humanités sont une école de discernement. Le fait que vous ayez employé ce mot, presque comme un mot conclusif, je pense fera écho non seulement à beaucoup de choses que vivent nos étudiants, en tout cas je le crois, et peut-être sera un discret hommage, volontaire ou involontaire, à une faculté que cultivent les membres de la communauté Saint-François-Xavier qui sont présents ce soir. Que ce sens de l'action et du gouvernement soit une des forces de ceux qui sont passés par les humanités. Je crois que c'est vraiment un fruit que nous pouvons tirer de cette soirée. Puis moi, à titre personnel, je suis assez heureux de repartir de cette salle en me disant qu'après avoir lu toute la réglementation un peu indigeste que l'éducation nationale me livre sur l'épidémie en cours, eh bien j'ai surtout intérêt à lire le Hussard sur le toit de Giono si je veux y comprendre quelque chose et peut-être acquérir un plus grand discernement. Je crois que c'est un beau service que vous nous rendez en le rappelant. Alors, en vous écoutant quand même, l'étonnement qui était notre point de départ demeure. En tout cas, je me dis, après vous avoir écouté, que finalement, la société civile, enfin le terme est un peu galvaudé, mais mettons que vous représentiez la société civile, c'est un peu commode, présenter les choses, est finalement beaucoup plus convaincue de l'utilité des humanités et des études littéraires que le monde scolaire. À vous écouter, on ne comprend pas comment il se fait qu'on ait tant de mal à inscrire des élèves dans les spécialités humanités. Et je ne parle pas des langues et des littératures anciennes, hein, même pas. On se demande comment il se fait qu'il y ait tant de réticences dans les familles à orienter leur chère progéniture vers des études littéraires. Donc le constat demeure, l'écart est très frappant finalement entre ce que vous nous dites, des réalités du monde de l'entreprise et de la société en général, des besoins du monde et de la société en général, et les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors cet écart, cette difficulté, c'est peut-être un monde un peu moins idéal que celui dont nous avons parlé ce soir, mais c'est une réalité qu'il nous faut affronter avec la même lucidité. Parce que, sans doute, ces paradoxes-là nous travaillent assez profondément.
Merci à tous de votre présence. Merci surtout et en particulier à chacun de nos invités pour le temps qu'ils ont pris et pour les paroles qu'ils ont bien voulu nous partager. Voilà, bonne fin de soirée à tous.